Bonjour à tous. Je m'appelle Audrey Bossin, je suis vétérinaire. Je travaille à la fois en clinique et à la fois en R&D pour une entreprise qui s'appelait Pronosia et qui a été rachetée par le laboratoire TVM, Dome Pharma France. Donc, je viens vous parler en fait de l'aide au diagnostic vétérinaire et je vais vous donner des clés pour s'approprier et utiliser l'outil incontournable qui, selon moi, est important pour le vétérinaire de demain. Donc, voici un petit peu mon sommaire. On va décrire un petit peu l'aide au diagnostic. Dans la vraie vie de véto, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous apprendre à jongler avec cet algorithme et puis je conclurai sur ma présentation. Alors, un peu d'histoire sur l'aide au diagnostic. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que véto, quand on sort de l'école, on se débrouille. Quand on a un cas difficile et qu'on cherche un petit peu, soit on appelle un copain, soit on regarde dans les bouquins, soit on prend nos notes dans notre poche ou maintenant dans nos téléphones. Mais l'aide au diagnostic est quand même assez vieille. On note en fait dans les années 1970 le début de l'intelligence artificielle en humaine avec le logiciel qui s'appelait Mycine, qui a été utilisé pour donner des antibiotiques selon l'affection concernée. En médecine vétérinaire, j'ai retrouvé une thèse veto qui datait de 1989 sur l'élaboration d'un système expert en dermatologie canine. Je n'ai pas trouvé non plus d'autres utilisations par rapport à cette thèse-là. Je ne sais pas si ça a été utilisé ou pas. Et actuellement, on a quand même des outils d'aide au diagnostic. On a le consultant Cornell, on a VetAid et on a ZAG. L'aide au diagnostic vétérinaire, qu'est-ce que c'est? Ça reste une aide, c'est-à-dire c'est un outil. Un outil, c'est comme tout, ça va dépendre de 4 choses, de l'utilisateur, de la personne qui va savoir l'interpréter ou pas. C'est quelque chose qui n'est pas indispensable et qui reste perfectible. Dans diagnostic vétérinaire, il y a quand même réflexion sur un cas. Donc, en fait, il faut rester vétérinaire, poser une bonne anamnèse, effectuer un bon examen clinique, observer, palper, ausculter et faire des examens complémentaires quand c'est nécessaire. Pour poser un bon diagnostic, j'aime le dire, il faut quand même recueillir des bons symptômes. C'est comme si on prenait un cavalier King Charles. Avant, on écoutait le souffle en mettant la main sur le thorax pour voir s'il y avait un tris. On pouvait dire, bah oui, ce chien a un souffle au cœur. Avec le stéthoscope, on pouvait un petit peu plus localiser en disant, ce souffle a une pointe d'intensité maximale au niveau de la valvule mitrale. Ensuite, il y a eu la radio. On pouvait dire qu'il y avait une cardiomégalie associée ou non à un œdème pulmonaire. Puis ensuite, l'échocardio qui permettait d'identifier le flux. Ensuite, maintenant, on a des snaps et aussi des tests sanguins qui peuvent nous aider. Et maintenant, on a les algorithmes. L'algorithme, en bref, selon la définition de mon cher confrère Franck Noël, c'est une suite finie, non ambiguë d'instructions. Bref, moi, ce n'est pas du tout mon truc. Ce que j'ai retenu, c'est une valeur dans laquelle on va mettre un critère décisionnel et qui va donner 2 choix. Un premier choix et un deuxième choix. Ça, c'est un arbre décisionnel assez simple, à 2 branches. Nous, ce qu'on a créé avec ZAG, c'est un algorithme un petit peu plus complexe dans lequel la valeur va avoir plusieurs critères décisionnels et on va avoir un choix multiple du coup de solution qui va sortir pour se rapprocher au plus possible du comportement neuronal humain. Comment fonctionne notre algorithme? C'est très simple en fait. On prend des données de base, des affections et des symptômes. On prend des données spécifiques à l'animal, tout ce qui est environnement et données spécifiques à l'animal. Le contexte, un petit peu de génétique, un petit peu d'âge, les symptômes qu'il a présentés et un contexte épidémiologique avec tout ce qui est saisonnalité, la localisation. On fait mouliner notre petit algorithme pour trouver des hypothèses qui seront peut-être semblables à celles du vétérinaire ou peut-être totalement différentes de celles que je pensais via mon algorithme. Alors, dans la vraie vie, comment on fait? Concrètement, ça fait depuis 2018 que j'utilise dans la vraie vie en clinique ZAG. Donc, c'est souvent, en fait, quand on a des appels, quand on est de garde. Donc là, j'ai pris un vrai cas clinique avec une chienne, en fait, de 10 ans qui mangeait moins. Elle était moins joueuse, elle avait vomi de l'herbe. La dame, elle n'était pas forcément très, très inquiète parce qu'elle avait quand même chassé hier. Et donc, j'ai commencé à réfléchir. J'ai posé mon petit diagnostic différentiel dans ma tête. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas voir ce que ZAG me propose.
Donc, ZAG, c'est une plateforme qui est spécialement conçue pour les vétérinaires et qui est accessible via un ordinateur par un site internet ou sur le téléphone. C'est une plateforme qui est composée de plusieurs modules qui vont permettre d'épauler le vétérinaire dans sa pratique quotidienne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre algorithme qui est dans l'onglet hypothèse diagnostique. Donc, comment ça marche? Il va falloir remplir les données spécifiques relatives à l'animal. Donc, on rentre tout ça sur l'écran de gauche. On va marquer les données de base, c'est-à-dire les symptômes que l'animal a présentés. Donc, comme je vous ai dit, il a présenté de l'abattement, des vomissements et de l'anorexie. Notre algorithme va mouliner pour sortir des hypothèses diagnostiques. Ces hypothèses diagnostiques sont classées par couleur. C'est une ordre de vraisemblance. C'est notre scoring à nous en interne. Et déjà, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, on a des maladies, notamment tumorales, qui vont ressortir par rapport à l'âge du chien. Notamment la leptospirose. Après, j'ai décidé quand même de faire une petite prise de sang. C'est pour ça que je vais enrichir mon tableau clinique et donc je vais rajouter ce que j'ai eu. Et donc, j'ai une augmentation de l'urée et les pales qui ont été augmentées. Et en fait, on voit que nos hypothèses diagnostiques changent. Il y a des nouvelles qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, on peut aussi trier les hypothèses diagnostiques parce qu'effectivement, dans ce cas-là, j'avais fait une échographie qui m'a permis d'exclure le pyomètre et une hépatite. J'avais pas de symptômes neurologiques, donc j'ai exclu l'encéphalose hépatique ainsi qu'un petit peu tout ce qui était intox aux AINS. Et aussi, avec ma prise de sang, j'ai pu exclure le diabète sucré et l'intox. Par contre, je vais bien mettre mon attention sur la leptospirose, qui est quand même une maladie zoonotique. Et puis, comme c'est un chien de chasse, c'est possible aussi. Alors, on peut cliquer sur Mémovette. Le Mémovette, c'est un petit mémo qu'on a créé pour donner l'essentiel de l'affection. Et on a des petites pistes, notamment des examens complémentaires qui permettent aux vétérinaires de choisir les examens pour orienter son diagnostic. Dans ce cas-là, j'avais réalisé une analyse urinaire qui avait montré de la glucosurie. Et puis, j'en avais profité pour faire une PCR sur les liquides biologiques, c'était de l'urine, et qui a démontré que le chien avait bien une leptospirose. Maintenant, nous allons jongler avec l'outil parce que effectivement, l'avantage de ces outils qui sont quand même dynamiques, c'est que maintenant que je connais le raisonnement de l'algorithme, avec un certain sens clinique de la sémiologie et une synthèse des bons symptômes, on va essayer de regarder comment l'algorithme va se comporter. Donc, je vous propose quelques petits cas cliniques pour voir un petit peu ce que ça donne. Le premier cas, c'est Bella qui va prendre des plis. Bella devient un beau charpé. Et donc, quand elle devient un charpé, on voit que l'algorithme va prendre en considération cette race et on va avoir d'autres maladies, notamment des prédispositions raciales au charpé qui apparaissent comme l'amyloïdose, le lymphome et la gastroentérite lymphoplasmocytaire. On remarquera que ma leptospirose est toujours là, un petit peu plus loin, mais elle est toujours présente. Si maintenant Bella va rajeunir et devient un adorable petit chiot, pareil, on va regarder et l'algorithme va vraiment se comporter différemment en mettant en avant tout ce qui va être des corps étrangers, des viroses et des pathologies comme la giardiose, la campylobactériose. Et par contre, la leptospirose est toujours là et là, elle a vraiment augmenté de position. Maintenant, j'attire votre attention sur le choix des symptômes, la synonymie, la sémantique et la synthèse. Pourquoi ? Parce que quand on est en face d'un tableau clinique qui est assez fruste, abattement, anorexie, et là, le veto avait rentré encore animal abattu, franchement, le vétérinaire qui est capable de me trouver une lepto sur ces deux symptômes, il est trop fort. Donc, l'algorithme, il va vous dire, excusez-moi, mais moi, je ne peux pas. Donc, il va falloir que vous regardiez et revoyiez votre symptologie clinique. Dans le cas d'un tableau clinique complexe que je vous illustrerai par après, c'est aussi important. C'est-à-dire que là, on a un tableau clinique où on a toujours l'abattement, l'anorexie, le vomissement, avec des symptômes dermatologiques et des symptômes comportementaux. Et donc, on va regarder comment se comporte l'algo. Et aussi, j'engage les vétérinaires à avoir un tableau clinique précis parce que dans l'algorithme, on a aussi permis d'avoir une certaine chronicité, c'est-à-dire que des vomissements aigus ne sont pas pareils que des vomissements chroniques et donc, on ne va pas s'attendre à trouver les mêmes affections.
Pour que notre algorithme fonctionne, il lui faut au minimum 3 signes cliniques et au maximum 6 signes cliniques. C'est comme ça qu'on a trouvé notre équilibre. Donc, dans l'exemple du tableau clinique un peu plus complexe avec d'autres symptômes tels que les vocalises durant la phase du sommeil, un prurite non spécifique et des croûtes cutanées, avec toutes ces sphères différentes qui vont rentrer dans l'algorithme, on remarque qu'effectivement nos hypothèses diagnostiques changent et qu'on a l'arrivée notamment de syndrome paranéoplasique, de syndrome hépatocutané, de la maladie d'Addison, de l'atopie, d'hépatite et d'autres choses. Donc, c'est juste pour vous montrer que ne serait-ce que d'ajouter ou de modifier certains symptômes, tout change. Mes conclusions sur l'intelligence artificielle, c'est que c'est un allié du vétérinaire. Pour moi, c'est simplement une aide et un outil. L'IA, elle va proposer des réponses, et ça, c'est très important. Ça propose, mais nous, Veto, c'est nous qui sélectionnons la bonne réponse. C'est important de conforter son sens clinique. Ça va servir à enrichir et à affiner son diagnostic, pouvoir se réassurer et aussi se questionner sur ses propres hypothèses ou les hypothèses que l'outil va vous avancer. Et aussi, ça permet d'orienter des examens complémentaires. Quand on a sorti ZAG, la première chose qu'on nous a dit, c'est qu'on allait remplacer le vétérinaire. Actuellement, je vous dirais non. On ne remplace pas le vétérinaire, mais on va permettre d'augmenter le vétérinaire. Et la parvo sentira toujours la parvo. Merci à tous.